Madame Coquelin, si vous souhaitez commencer par ce propos liminaire de 5 minutes. Avec plaisir. Monsieur le Président, Madame le rapporteur, Mesdames et Messieurs les membres de cette commission, permettez-moi avant toute chose de vous exprimer ma gratitude pour la tenue de cette enquête que j'ai appelée de mes vœux. Je suis honorée d'en faire partie, puisqu'il est un rare privilège de pouvoir s'exprimer dans ces lieux où s'élabore la vigilance républicaine. Je suis donc Lucile Coquelin, maître de conférences en sciences de l'information et de la communication. Comme déjà présenté, j'enseigne en INSPE à l'Institut d'études politiques et à Paris 2 Panthéon-Assas. Et j'ai l'honneur, dans ce cadre, d'enseigner les épistémologies et les méthodologies de la recherche concernant l'éducation aux médias, l'information et les cultures numériques. Je me présente aujourd'hui devant vous, non comme psychologue, non plus comme informaticienne, mais en tant que sémio-anthropologue de la communication. Mes objets d'étude sont les signes, les mythes, les croyances, les récits par lesquels nos sociétés se racontent, se rêvent, parfois se trahissent. Ce sont dans les interstices du langage que se nichent nos croyances et que se tissent, à mon regard, les véritables dynamiques du pouvoir. Et c'est pour cela que je questionne depuis bientôt 10 ans les mythologies qui sont produites par les productions audiovisuelles sérielles en circulation dans la sphère publique, notamment numérique. Dans ce sillage, mes recherches m'ont conduite à explorer diverses plateformes telles qu'Instagram, YouTube, TikTok ou même Netflix, à travers plusieurs objets d'études, parmi lesquels les influenceurs, influenceuses fitness ou les mobilisations autour du mouvement MeToo-Inceste. Depuis près de 2 ans, je mène un projet de recherche qui vise à circonscrire, au moins partiellement, l'architecte, c'est-à-dire le modèle des plateformes Instagram et TikTok. L'idée est de mieux comprendre les ressorts de la viralité des contenus et les dynamiques d'engagement des publics, telles qu'elles sont orientées par les stratégies algorithmiques propres à chaque dispositif. Mon approche vise à interroger non seulement ce que ces interfaces numériques nous donnent à voir, mais aussi ce qu'elles font à nos subjectivités. Il ne s'agit point de céder aux enchantements faciles de la technique, ni d'ériger TikTok en bouc émissaire commode des désordres de l'époque. Il ne s'agit pas seulement de comprendre TikTok de l'extérieur, mais surtout de réfléchir à ce que ces dispositifs nous font éprouver, à la manière dont ils participent à façonner nos désirs, nos imaginaires, notre rapport à nous-mêmes. Il est question d'interroger ce que ces outils nous font à notre manière d'habiter le monde, de nous dire, de nous percevoir. Aussi, mon propos ne s'enfermera ni dans la dénonciation sommaire, ni dans l'apologie ingénue de ces réseaux sociaux numériques. Car je revendique dans ma démarche une lucidité, une vigilance, une foi raisonnable dans la capacité humaine à apprivoiser, sinon à dompter les forces qu'elle déchaîne sur elle-même, en particulier sur les plus vulnérables. Si la jeunesse, naturellement avide d'expérience, est souvent désignée comme la première concernée, nul n'est à l'abri de cette fragilité. Car toute ignorance des codes, tout éloignement des savoirs numériques fait de chacun d'entre nous un sujet vulnérable. La vulnérabilité numérique n'est pas une propriété d'âge ou de génération, elle est une contingence qui guette, à bas bruit, toutes les personnes impréparées. Car toute personne qui manque de connaissances ou de compétences numériques, qu'elle soit jeune ou non, peut se retrouver exposée à des environnements qu'elle ne maîtrise pas. Et cette vulnérabilité n'est jamais un état permanent, elle est évolutive, contextuelle, elle n'est ni une fatalité ni une prison, elle peut même être une opportunité. Je me tiens pleinement disponible pour prolonger ces premières lignes d'analyse avec vous et remercie encore. Alors, on va commencer maintenant les questions. C'est la phase que vous attendez évidemment toutes et tous, par celle de Madame la rapporteure. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à tous les 4 de votre présence, d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Une question peut-être sur l'algorithme. Vous expliquiez en fait qu'il est quand même extrêmement intrusif, puisque en fait il va capter des informations qu'on n'a pas nous-mêmes choisi de donner, finalement, que toutes les 3, 4, 5 secondes, si j'ai bien compris, finalement l'algorithme apprend quelque chose sur nous, quoi qu'on fasse, même si on est finalement relativement passif sur la plateforme. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être un travail à faire auprès des utilisateurs qui ne savent peut-être pas finalement le caractère très intrusif de cet algorithme, et d'une part pour leur expliquer qu'ils se trouvent finalement dans une bulle qui n'est pas la réalité, puisqu'on peut très vite être happé par un certain nombre de vidéos et estimer qu'en fait tout le monde voit les mêmes vidéos que nous, alors qu'en réalité ils sont dans un espèce de petit trou de souris et qu'on est chacun dans notre propre trou, et donc peut-être pour informer quand même des conséquences de cet algorithme sur ce qu'ils voient, et puis peut-être pour faire réagir aussi les usagers, puisque on peut quand même avoir un problème avec cet algorithme qui prend des données qu'on ne lui a pas données, et peut-être peut-être qu'il y a un travail quand même peut-être de sensibilisation à faire, et voilà, savoir ce que vous en pensez.
Et puis une question peut-être un peu plus large, c'est que vous expliquiez qu'on pouvait peut-être changer ça pour peut-être créer un algorithme aussi plus éthique, mais est-ce que, peut-être une question un peu large, mais est-ce que vous ne pensez pas que ce travail qu'on est en train de faire pour réguler les réseaux sociaux, il est peut-être un peu vain, parce qu'en fait, par essence, comme vous l'avez tous dit, ils ont une logique économique qui n'est pas une logique éthique, et que par ailleurs, ils auront toujours un train d'avance sur nous, même si on essaye de les réguler, d'essayer de corriger, de leur imposer quelque chose, notamment sur l'algorithme. Est-ce qu'en fait, c'est pas un travail qui est finalement un peu vain? J'avais une autre question aussi pour savoir si vous aviez peut-être regardé à travers le monde des législations dont on pourrait peut-être s'inspirer, des choses qui peuvent être faites ailleurs pour protéger davantage, en tout cas, la jeunesse des réseaux sociaux, et qui avaient trouvé chez vous un écho favorable. Voilà pour mes premières questions. Merci. Merci Madame la rapporteure. Alors là, c'est premier arrivé, premier servi. Donc, Madame Coquelin a levé la main la première, mais n'hésitez pas en ligne à lever la main également via l'outil de vidéoconférence. Merci beaucoup. Je vais tâcher d'être concise, puisque de toute façon, on pourra envoyer nos écrits pour approfondir. Ce que j'aimerais partager avec vous comme réflexion par rapport à ces questions qui sont passionnantes, notamment au sujet de la formation des publics, qui est une thématique où je suis concernée d'emblée, puisque le gros de ma mission d'enseignement, c'est de former les professeurs des écoles et les professeurs documentalistes à l'éducation aux médias, à l'information et aux cultures numériques. Donc l'idée, c'est de leur partager des outils pour qu'ils puissent, eux, ensuite, le faire avec leurs apprenants et leurs apprenantes directement sur les terrains de la pédagogie. Alors, ce que j'ai pu constater quand même depuis toutes ces années où j'ai cette mission d'éducation aux médias et à l'information, c'est qu'effectivement, la plupart des publics ont déjà entendu des termes comme algorithme, récolte de données, voire surveillance des données, mais généralement, ils ont une idée très abstraite de ce vers quoi ça renvoie. Ce que j'ai constaté, c'est que la plupart des personnes vont manquer de compétences techniques et de connaissances sur ces thématiques, ce qui va engendrer beaucoup de peur. Et lorsqu'on se tient dans la peur vis-à-vis de ces outils, lorsque, du coup, par définition, on n'est pas dans la confiance, on va avoir beaucoup de mal à se les approprier. Et justement, à pouvoir quelque part aussi s'en départir. Donc, la première chose que j'aimerais partager, c'est mes propres doutes quant au discours de panique morale qui traverse constamment l'espace public vis-à-vis de ces outils, où finalement, notamment les discours journalistiques vont avoir tendance à se concentrer sur les dérives, sur les dangers potentiels, en occultant aussi totalement ce que ça peut apporter. Et pour avoir écouté les autres auditions de cette commission, il y a des collègues et des pairs qui ont pu souligner aussi ce qui pouvait être intéressant dans ce type d'outils, notamment chez les adolescents et adolescentes, en termes de construction identitaire, de sentiment d'appartenance à des communautés, de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul aussi dans des processus qu'on peut traverser. Et pour moi, forcément, il est très, très important de sensibiliser au maximum les publics, certes, mais pas juste en leur disant que c'est dangereux, mais en leur apportant des compétences techniques et réflexives quant à ces outils. Pour faire ça, il y a une méthode qu'on développe avec un collectif de recherche depuis plusieurs années qui s'appelle la sémiotique sociale et qui vise avec des publics en groupe à naviguer dans des interfaces numériques pour voir comment est-ce qu'elles fonctionnent et puis ensuite à s'engager dans une réflexivité sur ce que ces interfaces nous font. Et ça, c'est une méthode avec laquelle on forme un certain nombre d'enseignants et d'enseignantes et tout un tas de personnes qui s'inscrivent dans des dynamiques pédagogiques pour qu'ils puissent se saisir de ces méthodes. Et bien entendu, je me tiens à la disposition des membres de la commission si d'aventure ils ont envie de creuser ces questions. Et ensuite, concernant la question que vous posez, et je terminerai sur ça, sur l'éthique. Alors c'est une excellente question, je trouve, à se poser et qui est peut-être l'une des plus complexes que j'ai reçues dans le questionnaire, puisque l'éthique, on le sait, elle est située. Ce qui est éthique en France, c'est pas nécessairement éthique au Canada. Ce qui était éthique hier ne l'est peut-être pas demain. Et donc finalement, la question que je me pose, c'est développer des algorithmes éthiques. Certainement qu'on peut le faire, mais quelle éthique? Celle de qui? Au nom de quoi? Et dans les propositions que j'ai pu entendre par les collègues qui sont passés dans cette commission, enfin, qui n'étaient pas nécessairement des chercheurs d'ailleurs, mais peu importe, il y avait cette idée peut-être de s'inspirer de dispositifs de prévention qu'on voit sur les paquets de cigarettes, sur la nourriture, ou peut-être qu'on pourrait demander à ces entreprises de mettre toutes les 30 minutes, par exemple, un message de sensibilisation qui serait obligatoire, qu'on ne pourrait pas swiper, qui rappelle sans moraliser, ça fait peut-être une demi-heure qu'on est là, où tant de données ont été récoltées sur vous pendant ces 30 minutes. Pourquoi pas? Voilà.
Alors j'avais des demandes de questions. Monsieur Sauter a été le premier à lever la main, puis Monsieur Mauvieux. Oui, merci pour vos propos, et notamment concernant les études de données possibles par le DSA. On se rend aussi rendu compte dans le cadre de travaux que j'ai menés dans le cadre d'une résolution européenne récemment sur la défaillance des plateformes dans l'accès. Je pense particulièrement à X qui ne permet plus depuis son rachat justement l'accès aux chercheurs via un API spécifique. Mais je voudrais plutôt revenir sur un propos de votre introduction, Madame Coquelin, où vous évoquiez les méconnaissances des codes créant les vulnérabilités. Quels sont, selon vous, le socle minimum qui pourrait être nécessaire de ces codes à enseigner, partager, transmettre pour réduire les vulnérabilités au maximum? Merci beaucoup pour cette question qui est très belle, quelque part. Dans le cadre de ma mission d'enseignement, j'ai pu me rendre compte, même en sciences de l'information et de la communication, que des étudiants de 20 ans, certains ne savent pas envoyer un email. Donc à partir de là, il y a des vraies questions qui se posent sur à partir de quel moment on va commencer à sensibiliser les apprenants en leur indiquant comment est-ce que déjà on fait des tâches de base de traitement de texte, comment est-ce qu'on rédige un courrier numérique. Donc en fait, la base de la littératie numérique. Là, dans le cadre de mes terrains, où je produis du contenu sur TikTok, donc j'entre des données pour voir qu'est-ce qui fait la viralité d'un contenu plutôt qu'un autre, et comment est-ce qu'on fait pour engager des publics avec un contenu. Et ce que je constate, c'est qu'il y a énormément de personnes qui ne possèdent pas de compétences de littératie numérique de base, c'est-à-dire, si je leur envoie un message qui renvoie vers un lien, elles vont pas être capables d'ouvrir ce lien. Elles vont pas être capables d'ouvrir un PDF. Et donc, à ce moment-là, je me suis rendu compte de l'ampleur, en fait, des méconnaissances techniques en numérique. Donc, pour moi, c'est vraiment déjà dans ces tâches-là, très basiques, qui pour nous semblent certainement acquises, parce qu'on le fait dans le quotidien, mais qui pour un certain nombre de personnes restent complexes. Et puis, une fois qu'on a dépassé ces connaissances assez basiques en littératie numérique, je pense que ce qui est très important, c'est de mobiliser les outils, c'est de s'en servir. C'est vrai que souvent, j'entends des chercheurs dans ma discipline qui s'intéressent aux interfaces numériques, mais qui n'ont pas de compte, qui ne les pratiquent pas, qui ne produisent pas du contenu pour le publier dessus. Et donc, quelque part, je me demande dans quelle mesure ils ne sont pas un peu trop à l'écart du dispositif en lui-même. Donc, pour pouvoir comprendre ces outils, j'ai envie de dire qu'il faut s'en saisir, les utiliser, publier du contenu dessus, interagir avec, et qu'à partir de là, déjà, on pourra avoir de la sensibilisation, puisque c'est en utilisant les outils qu'on arrive aussi à les comprendre et qu'on peut les déjouer. Il y a une question qui avait été posée, qu'on a reçue dans le questionnaire, sur comment est-ce qu'on peut empêcher qu'on prenne toutes nos datas lorsqu'on utilise ces dispositifs. Mais si on navigue pas dedans, déjà, si on va pas regarder les petites lignes, tous les petits onglets, on ne peut pas se départir de toute cette récolte de données qui est parfois imperceptible. J'espère que ça vous répond. Monsieur le Président, bonjour à tous et merci à tous pour vos exposés, vos explications techniques, où des fois on apprend des choses et on les comprend un peu plus tard. Alors je vais revenir un peu au cœur du sujet, puisque la commission d'enquête elle est basée vraiment sur la santé mentale des enfants. On a parlé de plein de choses intéressantes, on a parlé des élections, de l'ingérence russe dans les élections européennes, et honnêtement c'est hyper intéressant et on prend plaisir à échanger là-dessus. Mais pour revenir vraiment au cœur du sujet, la santé mentale des enfants, alors je vais venir, c'est surtout les interventions des deux intervenantes que nous avons aujourd'hui que je vais relever, mais évidemment chaque réponse qui pourra être apportée sera intéressante. Je vais venir un peu titiller ce que vous avez dit, Mme Coquelin. Je vous ai trouvé très optimiste sur TikTok. Alors après, tout est une question de jugement de valeur, mais à mon sens, peut-être trop optimiste. Vous avez dit tout à l'heure que... alors je crois que c'était au tout début, dans votre intervention liminaire, si je me souviens bien, que TikTok pouvait être dangereux, comme n'importe quel instrument, mais qu'en gros, je résume volontairement parce que je ne vais pas avoir 10 minutes de temps de parole, mais qu'en gros, il faut aller dessus, il faut publier pour comprendre, et qu'il ne faut pas faire peur aux enfants ou aux utilisateurs en général sur TikTok,
parce que s'ils ont peur, c'était vos mots quasiment mot pour mot, s'ils ont peur, ils ne se l'approprieront pas et ils ne l'utiliseront pas correctement, et qu'en gros, du coup, il ne faut pas leur faire peur, et qu'il faut un peu les laisser utiliser, découvrir les choses par eux-mêmes. Et vous avez ensuite indiqué que ça participait de leur construction personnelle, avec notamment des contenus un peu plus communautaires par rapport à l'identité de chaque personne, et notamment de chaque enfant, parce que je reviens au sujet qui est celui de l'enfant. Est-ce que ça revient à dire que selon vous, donc là on est vraiment dans du jugement un peu de valeur, mais est-ce que ça revient à dire que selon vous, il est plus dangereux de se construire seul sans TikTok que d'aller sur TikTok, de laisser un algorithme potentiellement utiliser une faille qu'on a laissé transparaître pour aller, et là je reviens sur l'intervention de votre autre collègue, pour aller sur par exemple... j'ai 8 ans, mon amoureuse m'a quitté, et dans une demi-heure, on va me demander de me suicider parce que elle m'a quitté et que j'en retrouverai jamais. Et, voilà. C'est un exemple un peu caricatural, mais qui existe, je pense, enfin qui se passe pas aussi vite, mais qui existe. On a vu qu'il y avait eu des suicides, c'est notamment ce qui a donné l'envie de créer cette commission d'enquête qui est essentielle. Donc est-ce que la façon dont vous avez présenté les choses donne l'impression, et la question c'est de savoir si vous le pensez, qu'il est plus important de laisser à l'enfant le risque d'entrer dans cet engrenage, ou est-ce qu'il n'est pas plus important de réguler tout de suite d'entrée de jeu, quitte à ce que l'enfant ait peur? Et après, on en revient à du jugement de valeur. Je préfère un enfant qui a peur de TikTok et qui n'ira pas parce qu'il en a peur, qu'un enfant qui va y aller et avec une issue fatale parce qu'il est fragile et qui va entrer dans un engrenage dont il ne veut pas à l'origine, mais que TikTok va lui mettre. Merci pour vos questions. Je me permets de prendre la parole tout de suite, puisqu'il y a un certain nombre de vos remarques qui me sont adressées directement. Déjà, la première chose, c'est qu'à aucun moment, moi, je n'ai parlé d'enfants. Je parle de jeunes. Oui, c'est pour ça que je précise, parce que c'est très important qu'il n'y ait pas de confusion, puisqu'il me semble que l'intitulé de la commission, c'est les effets de TikTok sur la jeunesse, et que normalement, des enfants de 10 ou 11 ans ne sont pas censés être sur cette plateforme. Donc forcément, moi, je me tiens dans le cadre légal. Maintenant, personne n'est dupe. J'ai l'année dernière l'une de mes étudiantes qui a mené un mémoire de recherche où elle s'intéressait aux pratiques d'une productrice de contenu de 8 ans sur TikTok. Donc on voit bien qu'en réalité, un certain nombre d'enfants ont accès à ces dispositifs. Donc à aucun moment, je n'engage des enfants à aller seuls sur TikTok et à potentiellement se débrouiller avec. C'est pas du tout le propos que je tiens. Et je peux comprendre qu'on peut entendre mon optimisme concernant les technologies numériques, mais je ne me considère pas optimiste, je me considère lucide. C'est-à-dire que je ne souhaite pas me focaliser uniquement sur les dangers, je souhaite aussi voir les opportunités qui sont offertes par ces dispositifs et qui ne sont plus approuvés. On a vu par exemple à quel point des outils comme Facebook ont eu une résonance favorable pour le printemps arabe. Ce qui me semble important, c'est pourquoi est-ce que je ne veux pas me tenir dans une posture de peur ? Parce que pour moi, la peur n'évite pas le danger. Lorsqu'on a tendance à diaboliser des outils, généralement, ce qu'on va créer, c'est des utilisations des outils quand même, mais qui peuvent mettre en danger, qui sont risqués pour les publics. Moi, personnellement, ce que je préfère, c'est accompagner mes apprenants-apprenantes, par exemple, à avoir confiance en eux et elles, pour pouvoir ensuite faire preuve de discernement lorsqu'ils vont venir utiliser ces outils, et donc leur apprendre à s'en servir, pas nécessairement que de TikTok, des outils numériques de façon générale, parce que généralement, ce qu'on constate, c'est que lorsqu'on apprend à des publics à se servir d'une interface, ces publics vont développer comme des pratiques intuitives. Donc c'est pas une intuition au sens d'un sixième sens, c'est une intuition au sens où on va retrouver des routines, des pratiques de lecture et d'écriture qui sont semblables dans ces différentes interfaces. Et tout à l'heure, Marc l'a très bien souligné, puisqu'on va retrouver dans TikTok, par exemple, des fonctionnalités qui sont aussi disponibles chez Instagram, chez YouTube et même sur Netflix. Donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est cette question d'accompagnement des publics dans leur pratique de littératie qui vont ensuite, ces compétences, être transposables dans différents outils. Concernant la construction identitaire, je vais vous donner un exemple très concret de pourquoi est-ce que je disais ça dans mon propos préliminaire et ma première prise de parole. Pour parler de mon cas personnel, c'est plus simple puisque du coup, je suis tout à fait alignée avec l'idée de partager mon propre récit.
j'ai vécu dans un foyer avec des violences conjugales et beaucoup de maltraitance, donc sur ma fratrie et moi-même. Et je me suis sentie très seule dans ce parcours de violence familiale. Je pensais d'ailleurs que j'étais un peu peut-être l'une des seules à le vivre. Et lorsque j'ai découvert Instagram dans ma jeune vingtaine, j'ai trouvé rapidement un compte qui m'a été suggéré par une proche qui s'appelle Parents Toxiques. Alors ce compte, je crois qu'il n'est plus actif, mais c'était un compte bénévole qui recueillait des témoignages de personnes qui avaient vécu des maltraitances dans leur enfance. Et en fait, de découvrir ce compte, ça m'a permis de réaliser que je n'étais pas seule, que c'était en fait bien plus banal que ce qu'on pouvait penser, ces violences domestiques. Ça m'a permis de partager aussi mon récit et de faire de la sensibilisation. Et pendant plusieurs années, j'ai soutenu la créatrice de ce compte en faisant régulièrement des contenus pour elle, et notamment des contenus pendant la Covid-19 pour expliquer ce que c'était par exemple une information préoccupante, etc. Donc c'est là où je considère et où je vois les opportunités dans ces dispositifs en termes de sensibilisation, en termes d'éviter de se sentir seul, parce que souvent ce qui va aussi pousser des jeunes, ou des moins jeunes d'ailleurs, à se suicider, c'est le sentiment de solitude et avoir l'impression que personne ne nous comprend. Voilà ce que je peux vous répondre, et j'espère que ça vous apporte des éclaircissements sur ma posture. Merci. Je vais me permettre, puisque vous êtes en train de répondre, de rebondir sur un point que vous avez évoqué. Vous avez une étudiante qui a fait un mémoire sur, vous le disiez à l'instant, une TikTokeuse de 8 ans. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu sur cet exemple ? Avec plaisir. Je pourrais même demander à cette étudiante si elle est d'accord pour que je vous partage ce mémoire. En fait, c'était un cas particulier parce que c'est un mémoire que j'ai récupéré en cours de route, puisque je suis titularisée à l'Université de Rouen depuis, c'est ma 2e année. Donc lorsque je suis arrivée, j'ai récupéré une option de recherche et j'avais déjà des étudiants et étudiantes qui travaillaient depuis 1 an sur leur sujet. Parce que, autant vous dire que si elle m'avait demandé de faire ça, je lui aurais dit non. Bon. Donc on s'est retrouvés dans cette situation où je lis son premier jet de mémoire et je lui dis, mais j'ai l'impression que cet enfant est un rat de laboratoire dans ta démarche. Et en fait, en creusant, je me suis rendu compte qu'il s'agissait de sa petite sœur. Donc finalement, je l'ai accompagné pour qu'à partir de ce terrain, on fasse quelque chose qui soit davantage le récit de ce qu'elle pouvait observer des pratiques de sa sœur, moins qu'une espèce de compte-rendu très froid de ce qu'elle pouvait observer de cet enfant. Et je me rappelle plus exactement très bien des conclusions de Suzy, mais ce dont je me rappelle, c'était à quel point elle voyait sa sœur finalement s'épanouir dans la production et le partage de contenu, ce qui quelque part m'interroge toujours beaucoup. Je suis moi-même parent et je suis très concernée par ces enjeux du numérique et je n'ai jamais, par exemple, publié de contenu de mon enfant où on pouvait voir son visage. Parce que je sais très bien, et je pense que vous le savez aussi, quels sont les risques d'exposer les mineurs. Alors, Monsieur Delaporte, vous le savez très bien, les risques d'exposer les mineurs sur ces interfaces, les risques de détournement des images. On partage une vidéo d'un enfant, ça peut devenir un GIF que des millions de personnes vont pouvoir utiliser dans la journée. Ça se retrouve sur des discussions pédocriminelles. Donc forcément, moi-même, mes frères et sœurs publient des vidéos d'eux en train de danser, ils sont mineurs, publient des vidéos d'eux en train de danser sur TikTok et on sait les détournements qu'ils en sont faits. Et c'est pour ça que je trouve très important aussi dans le cadre de mon travail de faire beaucoup de sensibilisation en parallèle du numérique aux violences faites aux enfants. Et il n'est pas rare que mes étudiants et étudiantes me racontent que lorsqu'ils font justement des ateliers où ils utilisent des outils numériques avec leurs apprenants et apprenantes, il y ait des questions sur les dangers, vraiment en termes d'être une proie sexuelle sur ces interfaces. Et je pense que TikTok est l'une des interfaces les plus concernées par cet enjeu. Donc si je comprends bien, ce mémoire n'était pas... C'est plus un mémoire descriptif des pratiques qu'une réflexion sur les modalités d'accès, par exemple, ou d'encadrement des mineurs très très jeunes sur l'utilisation des réseaux sociaux. Oui, c'est ça, c'est un mémoire où elle raconte comment sa sœur elle fait. Donc quel outil elle va utiliser à la maison, la tablette, à qui elle est, comment elle s'en sert, etc. Et donc à votre connaissance, à aucun moment TikTok n'a procédé à des mécanismes de vérification d'âge sur cette enfant influenceuse qui produisait son propre contenu. Vous voyez, c'est pour ça que c'est important de produire du contenu pour s'en rendre compte, parce que moi je le fais, et TikTok m'a déjà demandé plusieurs fois de vérifier mon âge, mais uniquement pour passer en live. Donc jamais quand on poste son propre contenu. Non, que quand on veut passer en live ou monétiser des choses. Je précise que cet enfant a 8 ans.
Ok, Oui. merci pour ces éléments.